Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'essentiel. L'Alberta veut obtenir l'approbation accélérée d'un nouvel oléoduc vers la côte Pacifique en déposant une demande auprès du Bureau fédéral des grands projets. La province se présente comme promoteur initial en espérant attirer du capital privé plus tard. Ce projet, premier test véritable de la promesse du gouvernement Carney de construire plus vite, a ravivé les tensions entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Écoutons les premiers ministres Danielle Smith et David Eby. This is a test of whether Canada works as a country. Because if we can't build with collaboration of the federal government and between provinces, if it's everybody gets to get their products going to market except Alberta, that's not a country. The problem that we have is that Premier Smith continues to advance a project that is entirely taxpayer funded, has no private sector proponent, is not a real project, and is incredibly alarming to British Columbians, including First Nations along the coast. Pour analyser les répercussions de ce projet, nous recevons Martha Hall-Finley, directrice de l'École de politique publique à l'Université de Calgary et ancienne directrice du climat chez Suncor. Madame Hall-Finley, bonsoir. Bonsoir. Alors, les 5 premiers projets qui ont été dévoilés par le Bureau des grands projets n'ont pas fait beaucoup de vagues. En revanche, ce pipeline proposé est très politiquement sensible. Selon vous, quelles sont les chances de voir le Bureau des grands projets donner le feu vert à un projet si controversé? C'est vraiment possible. Le bureau a déjà dit, et le premier ministre Carney a déjà dit, s'il y a des promoteurs du secteur privé, ça c'est important et c'est juste. On a besoin d'avoir le secteur privé qui participe. Ce que le premier ministre de Smith a dit, et je crois que c'est clair, c'est la province qui commence l'effort, mais la province ne va pas être le promoteur seul. Ça va être le secteur privé. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le pipeline, c'est important d'avoir une pipeline complètement. On a vu ce que le TMX a fait pour le PIB canadien, pas pour l'Alberta, pour le pays, pour l'ensemble du pays. Alors, un autre pipeline serait très important, mais on a besoin d'avoir quelque chose de mettre dans le pipeline. Alors, cette question de trouver la confiance pour les producteurs, pour produire du pétrole, pour aller dans le pipeline. Et c'est ça qui va être aussi vraiment important. Et le premier ministre Smith a aussi été clair que pour les producteurs, pour qu'ils puissent avoir la confiance, le gouvernement fédéral a besoin d'adresser des sujets comme le plafond des émissions, le ban, excusez mon anglais, mais pour les pétroliers sur la côte du Nord-Ouest, ce sont des choses qui, s'ils restent, les producteurs ne vont pas avoir la capacité de produire et ils ont besoin d'avoir l'habilité de produire pour avoir un pipeline. Justement, là-dessus, évidemment, on voit quand même la Colombie-Britannique affirme que cette proposition, ce n'est pas un vrai projet. La chef de la Première Nation, Hiltzook, a affirmé que sa communauté ne soutiendra jamais ce projet. Si ni la Colombie-Britannique ni les Premières Nations côtières ne veulent de ce pipeline, comment est-ce que l'Alberta peut vraiment espérer le faire aboutir? Il y a deux choses. Il y a les communautés autochtones. On a vu qu'il y a le chef d'une communauté, mais il faut savoir, même le premier effort, le Northern Gateway, il y avait beaucoup d'autres communautés autochtones qui ont été en faveur. Et depuis le premier effort pour Northern Gateway et maintenant, on a appris, tout le monde a appris encore plus l'importance d'avoir les communautés autochtones participants comme investisseurs, comme partenaires.
Alors, honnêtement, pour moi, j'ai vu beaucoup de projets maintenant qui ont vu beaucoup de succès. Je crois que ça va être beaucoup plus possible cette fois-ci. Avoir le premier ministre de Colombie-Britannique disant que ce n'est pas possible, ça, c'est une autre affaire entièrement. La Constitution, même si elle a été écrite il y a 160 ans, encore plus maintenant, c'était écrit d'une manière vraiment intelligente. Parce qu'ils savaient, les pères de la Confédération, savaient que c'était tellement important d'avoir des pouvoirs fédéraux parce qu'on avait, et on le voit encore maintenant, les États-Unis au sud. Alors, c'était vraiment important d'avoir des liens à travers le pays pour garder le pays comme un pays. C'est ironique, mais c'était la promesse d'étendre le chemin de fer du centre du Canada jusqu'à la côte ouest pour encourager la Colombie-Britannique de devenir partie de la Confédération. Alors maintenant, on a le premier ministre David Eby disant non, non, non. Mais c'est la section 92-10A de la Constitution qui donne au fédéral la juridiction pour toutes sortes d'infrastructures qui traversent les provinces. À l'époque, c'était transportation, les chemins de fer, communication. Maintenant, ça inclut les pipelines. Toutes sortes de choses qui traversent les provinces sont dans la juridiction fédérale, pas provinciale. On verra si le gouvernement fédéral va engager avec le premier ministre Eby pour clarifier que ce n'est pas pour M. Eby de dire non à une pipeline qui traverse les frontières provinciales. Très rapidement, parce qu'il nous reste seulement une minute. Évidemment, vous avez soulevé l'exemple de Trans Mountain. On ne peut s'empêcher d'y penser. Ottawa avait dû intervenir directement pour sauver le projet. À quel point pensez-vous qu'il y a un risque que le gouvernement fédéral, les contribuables devront ou seront interpellés à intervenir et jouer le rôle du secteur privé? Il faut rappeler aussi que pour Trans Mountain, ça a été un bon pari en fin de compte pour le gouvernement fédéral. Est-ce que Mme Smith tente d'en profiter? Il faut comprendre que les producteurs et ceux qui, dans le secteur privé qui voulaient construire TMX, ne voulaient pas que le gouvernement fédéral l'achète. Mais ils ont eu besoin de le faire parce que ça a pris tellement long pour trouver les permis, pour tous les régulations, toutes les choses qui ont attardé la pipeline, la construction. Ça a rendu impossible pour le secteur privé de le faire. Alors, c'est bon que le gouvernement fédéral, à la fin, l'a acheté. Et oui, c'est bon pour le pays. C'était un bon investissement pour le gouvernement fédéral. Mais le secteur privé ne voulait pas que c'était le gouvernement. Ils veulent être les investisseurs. Et pour eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de financement du public. Ils n'ont pas besoin de financement du gouvernement fédéral, ni franchement du gouvernement albertain. Ils ont besoin de confort, qu'ils vont avoir la capacité d'avoir l'habilité de produire le pétrole. Ils ont besoin d'avoir confort que ça ne va pas prendre 15 ans de le trouver, de le construire. Mais s'ils ont du confort, et j'ai dit le plafond des émissions, il y a des autres règlements qu'ils ont besoin de trouver un petit peu d'avenue. C'est pas le financement, c'est un confort qu'ils vont pouvoir le faire. Et ça, honnêtement, c'est avec M. Carney et le gouvernement fédéral maintenant pour donner ce confort. Martha Hall Finley, je rappelle que vous êtes directrice de l'École de politique publique à l'Université de Calgary. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir m'invité.